Troisième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Jean-François Kandji-Kombe, éditorialiste, Abdelkarim Yacoub Koundougoumi, coordinateur du pacte et directeur Afrique centrale de l'Organisation internationale Internet sans frontières, Antoine Louis Rodriguez Kendrick, écrivain. Nous parlions donc juste avant la pause de la médiation qui devrait être menée sans doute la semaine prochaine dans le conflit au Soudan. Voilà, j'étais en train de parler quand Abdelkarim m'a coupé la parole, donc je vais finir ma phrase tout de même pour dire que, évidemment, ce que moi je souhaitais, c'est qu'on distingue bien les deux temps, mais qu'il y ait bien les deux temps. C'est-à-dire le temps de la médiation où on discute avec les groupes armés pour arriver à un accord et pour à un cessez-le-feu, à un désarmement, et qu'on retourne à la sécurité. Mais il faut qu'il y ait un deuxième temps, un temps où ce sont les victimes qui sont au centre. Et ça, je ne voulais pas réunir les deux dans le même temps. Je pose ça en me disant qu'on l'a toujours dit en Afrique, sauf que le problème, c'est que le premier temps vient anéantir le deuxième temps, parce que justement l'accord qui va être la sortie de médiation, c'est quoi? C'est un accord de partage de pouvoir. Donc les personnes qui ont été aux commandes et qui avaient planifié notamment les massacres se retrouvent au pouvoir, allez les chercher là-bas, hein, quand c'est eux qui dirigent. Non, moi ce que je disais, c'est que qu'ils soient du côté de Khartoum ou du côté des rebelles, ils ont eu des tueries. Le Soudan a tué beaucoup de Sud-Soudanais. Les Sud-Soudanais ont beaucoup tué de l'armée ou des populations du Nord. Maintenant, on va aller vers la paix. Ça veut dire aller vers la paix, ça veut dire vers le dialogue pour parler et se mettre autour d'une table. Donc maintenant, on va mettre des considérants, de tout ce que vous voulez. On va arriver à la paix. On va désarmer tous les belligérants. Maintenant qu'il faut indemniser les victimes, juger les coupables, et même s'il faut l'amnistier après, il faut d'abord passer par un processus, par une juridiction qui permet maintenant d'apaiser. Maintenant, tant qu'on n'a pas fait ça, vous ne pouvez mais vraiment pas venir demander à quelqu'un armé, arme à la main, pour lui dire que bon, on va te juger et viens te mettre autour d'une table. Ça ne se passe pas. À vrai dire, faire la paix. À vrai dire, nous sommes d'accord. Voilà, mais Abdelkarim veut que nous menions le débat et que ça se fasse. Non, pas du tout, pas du tout. Ce que je dis, c'est que maintenant c'est laisser le processus entamé par Salva Kiir aller jusqu'au bout. Mais pardon, je reviens encore quand même à ma question. Est-ce que le processus peut se faire avec ceux qui sont incriminés, notamment pour ce qui est du Darfour? J'aimerais simplement savoir... On ne peut pas faire la paix au Soudan sans avoir réglé le problème du Darfour, parce que le problème du Darfour... Non, ce n'est pas vraiment le sens de ma question. Est-ce que le processus de paix peut se faire avec ceux-là même qui sont incriminés, qui sont... obligés, parce que c'est eux qui tiennent le pouvoir. C'est eux qui tiennent les armes, c'est eux qui tiennent la puissance. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas les omettre de cette discussion parce que vous allez recommencer éternellement. Là, je ne parle pas de mon opinion à moi, je dis simplement que c'est une option, mais il faut aussi, dans notre discussion, ne pas oublier que ce n'est pas d'aujourd'hui que Salva Kiir est médiateur. Il y a déjà eu des tentatives de médiation. Il vient d'être officiellement désigné. Officiellement, mais il y a déjà eu des tentatives. Ça s'est passé la même chose avec Al-Béchir et Salva Kiir. Je maintiens encore que Salva Kiir n'est pas l'homme approprié pour mener... Pourquoi? Pourquoi? Parce que son passé, vous le connaissez mieux que moi. C'est quoi son passé? Dites-moi, le passé qui fait qu'aujourd'hui cet homme ne peut pas changer, ne peut pas mener... C'est un chef rebelle, c'est un chef guerrier. Il a pris le pouvoir par la force. Et bon, il est là et aujourd'hui, on le nomme comme médiateur. Mais lui... Attendez. Non, mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. On va laisser terminer Antoine Rodriguez. Lui, étant comme médiateur, qui c'est qui tire les ficelles dans ce jeu à la carte où tout explosait à tout moment? Parce que cette région-là, on la connaît très bien. C'est une région qui couve sous le feu en permanence. Donc, il y a le Tchad voisin, comme je le disais tout à l'heure, il y a le Somaliland, il y a toute cette région-là où les armes circulent à tout va. Chacun détient une arme de guerre en disant que c'est une arme de chasse. Donc, n'importe qui peut tirer sur n'importe qui. Bon, maintenant que M. Salva Kiir est là, vous pensez qu'il est là tout seul? Il y a quelqu'un qui tire les ficelles bien derrière. Non, maintenant je vais vous expliquer pourquoi je suis optimiste. Pourquoi je suis confiant dans ce processus, même si je ne suis pas d'accord qu'on confie ces trucs à El-Béchir pour le faire. Normalement, c'est les institutions africaines de le faire. Maintenant, ce qui se passe dans cette sous-région
a une dimension globale. D'abord, le personnage du président Salva Kiir. Salva Kiir, il vient de loin. Salva Kiir vient de régler un des plus grands problèmes qu'il a, c'est que le conflit avec son frère ennemi, Mekhiar, dont le Soudan du Nord a aidé à arriver à régler ces problèmes. Donc, Salva Kiir se retrouve redevable, je dis bien redevable, au Soudan du Nord pour pouvoir régler aussi ces problèmes. Donc on se retrouve dans une situation de levier diplomatique et politique que le Sud et le Nord sont en train de mettre en place pour pouvoir pacifier leurs propres problèmes. Parce que le problème entre le Sud-Soudan et le Nord-Soudan est empoisonné, ces problèmes au Kordofan, au Nil Bleu et au Darfour, parce que le Sud-Soudan soutient aussi le Darfour. Au-delà du soutien d'Idriss Déby au Darfour, le Sud-Soudan est impliqué aussi dans ce soutien. Donc, est-ce qu'il est censé être médiateur ou en tant que belligérant du coup? Maintenant, depuis, ma question est simple. Je vais finir. L'Union africaine s'est impliquée dans ce conflit depuis 2011. Et il y a eu des casques blancs africains, éthiopiens, on a envoyé là-bas pour être d'interposition, ils étaient là-bas. Mais ça n'a pas réglé le problème. Pourquoi aujourd'hui on est en train d'avancer? Si on avance, parce que les pays du champ étaient impliqués et étaient au moins maintenant sincères dans ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, ce règlement est lié aussi au règlement en Éthiopie. Le premier ministre éthiopien, vous avez vu ce qu'il est en train de faire avec les GATT. Ils ont réussi en train de pacifier toute la région, régler le problème entre l'Éthiopie et l'Érythrée, régler le problème au Kenya, régler le problème entre le Sud-Soudanais et régler le problème au Soudan pour pouvoir faire de cette zone, la Corne de l'Afrique, une zone économique pacifié où on peut maintenant avancer. Maintenant, ce n'est pas Salva Kiir qui est en train de décider. Oui. Non, c'est les puissances où ils ont des intérêts économiques qui sont en train de dire maintenant, ça suffit, on va avancer. Donc Salva Kiir ne pourra que se soumettre. Al-Bashir ne pourra que se soumettre. Et les belligérants rebelles ne pourront que se soumettre parce que la dimension, elle est globale. J'aimerais poser cette question. La Russie est arrivée, la Russie est rentrée dans le jeu. Aujourd'hui, la France est en train de perdre la main en Centrafrique. La Chine est en train de prendre la force. Les États-Unis sont en train de soutenir au Sud-Soudan. Ce n'est pas le Sud-Soudan, ce n'est pas la Chine. C'est les États-Unis qui sont au Sud-Soudan. Donc, c'est vraiment une guerre géopolitique qui est en train de se passer sur notre territoire. J'aimerais poser cette question. Antoine-Louis Rodriguez, Kendrick et ensuite Jean-François. Et j'aimerais poser cette question. À qui profite le crime? Parce que ceux qui sont là au pouvoir, ils ont bien tué, non? Même si ce n'est pas eux, de leur propre, mais indirectement, par le conflit, puis ce sont eux les chefs de guerre. Donc, il y a eu des crimes. Et ces crimes-là, on va passer la main comme ça, on va passer l'éponge. Donc, la question que je vous pose, aujourd'hui, c'est quoi le prix de la paix? Si on vous dit, aujourd'hui, le prix de la paix dans cette zone... C'est tuer d'abord et puis on pacifie. Non, laissez-moi finir ma phrase. Si on dit maintenant, le prix vraiment pour arriver à une paix dans cette région et apaiser, c'est de pouvoir maintenant amnistier ceux qui ont commis des crimes, réconcilier les gens, aller sur une nouvelle base. Est-ce que ces leaders vont dire non, tant qu'on ne peut pas discuter avec ces criminels? Non. Ça veut dire que maintenant, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que faisons la paix et passons à autre chose, et après le jugement, comme on a dit tout à l'heure... Est-ce que c'est réellement ça? Mais la question, c'est de savoir, est-ce que la paix peut se faire avec ceux-là même qui sont à l'origine de ces conflits-là? On ne fera la paix qu'avec ceux-mêmes si on n'a pas les moyens d'en imposer. Jean-François Kandji-Combé. On est obligé de les prendre en compte pour aller à la paix. Oui, c'est pas possible. C'est une nécessité pratique. Mais je viens d'un pays où il y a eu maintes et maintes accords de paix qui ont été suivis de conflits encore plus ravageurs. Et donc, l'enjeu, me semble-t-il, y compris pour le Soudan, c'est une paix durable. Ce n'est pas seulement la paix. Pourquoi la paix ne dure pas? Mais parce qu'il y a ce qui est la matière de ces crises-là. C'est qui? Ce sont les populations. Ce sont des populations qui vont de crise en crise, qui sont massacrées, de massacre en massacre, dont on brûle les récoltes, on brûle les villages une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, parce que ceux qui auront déposé les armes aujourd'hui peuvent revenir dans 2 ans, dans 5 ans. Donc c'est à qui la faute? Non. Ce que je veux dire, c'est que l'argument qui consiste à dire c'est quoi le prix de la paix, le prix de la paix, ça ne peut pas être. Il faut qu'on arrête en Afrique de considérer que le prix de la paix, c'est le sang du peuple. Non. Antoine-Louis Rodriguez, le prix de la paix, ce n'est pas le sang du peuple. Le prix de la paix, c'est plus que ça. On n'a pas dit que le peuple doit payer la paix, non. Maintenant, ils ont déjà payé. Non. Le prix de la paix, c'est d'arrêter le coulement du sang du peuple. Parce que si vous n'arrêtez pas le coulement du sang du peuple, vous ne pouvez pas faire la paix, parce qu'on va entrer dans un cycle de vengeance
vengeance éternelle. Mais ça ne finira jamais. À un moment donné, il faut arrêter ces cycles de vengeance et dire maintenant, on s'arrête, on fait la paix, même quitte à régler après le problème, mais tant qu'on n'arrête pas... C'est une paix éphémère. Parce que, disons, l'entreprise de paix là-bas, il y en a eu plusieurs. Bon, là, récemment, il y a eu plus de 40 000 personnes de déplacées récemment, rien que dans ce conflit-là, avant même les pourparlers actuels, là-bas dans le Darfour et Sud-Soudan. Donc le conflit perdure malgré la reprise des pourparlers de paix. Moi, je n'ai pas dit... Juste un élément. Moi, je veux qu'on me dise... Soudan du Sud, le Soudan, le Darfour. Le Darfour, ouais. ça, la République centrafricaine, enfin tous les pays qui sont là, sauf le Tchad, font partie de la région des Grands Lacs. Oui. Dans la région des Grands Lacs, il y a un texte majeur qui est le protocole d'entraide entre les États, oui. et par lequel tous ces pays-là s'engagent normalement à ne jamais accueillir sur leur territoire... Non, laisse-moi finir. Oui. À accueillir sur leur territoire des groupes armés, à les aider, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aujourd'hui les moyens, si les États avaient la volonté politique, pour qu'on n'aille pas à une paix sur des tombes, pour qu'il y ait des pressions en amont, pour qu'il y ait de la contrainte de la part des autres États pour faire arrêter les groupes armés. On dit aujourd'hui que Salva Kiir, en tant que chef d'État, il suffit qu'il retire son soutien pour qu'il soit affaibli. Mais qu'est-ce qui l'empêche de retirer son soutien, puisque de toute façon, son pays s'est engagé à le faire? Ce que vous oubliez, c'est que le fait... C'est un rapport de force. C'est une question de rapport de force avec le grand voisin soudanais du Nord. Quel moyen le Sud-Soudan a aujourd'hui d'imposer quoi que ce soit au Soudan du Nord? D'empêcher que le Soudan du Nord l'attaque? Le Soudan du Nord soutient... Attendez. Le Sud-Soudan vient de naître. Un pays très jeune, encore perpétré ou impliqué... Non. Le Sud-Soudan... On arrive au terme de cette émission. Le Sud-Soudan, aujourd'hui, est en train de déjà être un État en construction avec tous ses problèmes. D'accord? Et si ce Sud-Soudan n'a pas la paix, de pouvoir se poser, gérer ses propres problèmes, mais aller encore s'impliquer, d'aller se battre avec le Soudan, ne peut pas. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que ma dernière phrase aujourd'hui, c'est aujourd'hui, l'Afrique, si c'est sur le plan institutionnel, sur le plan de chartes, des traités, tout ce que vous voulez, on a tout ce qu'il faut. Si on laisse les États africains sans aucune influence des puissances extérieures, sans aucune influence des puissances, des entreprises ou des multinationales qui mettent la main, qui s'impliquent dans nos problèmes. Quelle est la solution? Alors, on arrive au terme de cette émission, pardonnez-moi, Jean-François. Ce n'est pas une question de manque ou de faiblesse africaine. Je dis simplement que, pour revenir au cas, Salva Kiir est médiateur parce qu'on pense qu'il aura une influence pratique sur les groupes armés qui sont sur son sol. Et je conclus en disant, rien n'empêche que Salva Kiir le fasse sans même être médiateur dès lors qu'il s'entend avec son voisin du Nord. Il n'a pas besoin d'être médiateur. En tout cas, on va continuer. Parce que c'est... Antoine, je voulais terminer. Parce que mon cher Karim venait de dire, bon, mais il faut laisser les États africains régler leurs problèmes. Mais l'Afrique ne peut pas travailler en autarcie, puisque nous ne faisons rien, par exemple, pour, comment dire, les matières premières, la transformation des matières premières. On ne peut pas le faire tout seul. Donc, il y a toujours des puissances extérieures qui viennent nous aider là-dessus. Donc, en autarcie, nous-mêmes, en tant qu'Africains, pour arranger un conflit qui dure depuis des décennies, je pense que c'est tout à fait impossible. Alors, on va continuer bien sûr de suivre ces pourparlers qui vont donc se tenir la semaine prochaine à Juba. Et ce qu'on n'a pas eu le temps de le dire aussi, c'est que ces pourparlers arrivent à un moment où l'ONU et l'Union africaine se sont lancés depuis quelques mois un désengagement de leurs forces progressivement, en tout cas d'ici à 2020. Donc, en tout cas, on continuera de suivre pour vous ces négociations qui vont donc se tenir la semaine prochaine à Juba. Fin de cette émission. Merci à tous les trois d'y avoir pris part. Antoine Louis Rodriguez, Kendrick, je rappelle que vous êtes écrivain, auteur des chroniques de Pointe-Noire, donc en 3 tomes. Merci à vous, bien sûr, Abdelkarim Yacoub Koundougoumi. Je rappelle que vous êtes coordinateur du pacte et directeur Afrique centrale de l'organisation internationale Internet sans
sans frontières. Merci à vous également, Jean-François Akanji Combé. Merci à tous les trois pour ce débat. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. Bonsoir.